Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très, très content. Je vais vous présenter mon invité dans les prochaines secondes. Je dois faire le message habituel, vous le savez, mais très, très reconnaissant d'avoir Éducalcool qui est à bord de cette belle aventure-là. Éducalcool qui, dans sa plus récente campagne, vous encourage à vous questionner, à avoir certaines réflexions sur votre approche par rapport à l'alcool. On vous chicane pas, on vous demande pas de compter vos verres, on vous demande de vous poser la question par rapport à votre rapport, à votre lien face à l'alcool. C'est à travers des questionnements comme ça dans n'importe quel domaine qu'on finit par avancer et progresser. Ceci étant dit, j'ai avec moi Pasquale Vary et je vais essayer de te présenter comme je peux parce que j'ai l'impression que le CV, il est long. Chef cuisinier, consultant, animateur de 3-4 émissions de télé, 2 émissions de télé. T'es enseignant à l'ITHQ, entre autres. Tu t'es créé un univers fascinant. Puis je t'en parlais avant que le show commence. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des discussions avec des gens qui sont passionnés et qui ont été capables de se créer justement un bel univers autour de cette passion-là. Puis ça semble vraiment être le cas avec ta situation. Effectivement, j'ai commencé la cuisine à 15 ans et comme tout débutant en cuisine, tout commis, j'ai grandi, j'ai pris de l'expérience et tranquillement, je suis devenu chef de partie, après sous-chef. Après, je suis devenu chef de cuisine, restaurateur. Et j'ai toujours aimé l'enseignement de soit des amis ou peu, de leur expliquer comment faire et tout, de leur transmettre mes connaissances. Et il y a quelque temps, j'ai été approché par l'ITHQ si je voulais enseigner. Et j'ai dit, OK, on va essayer ça. J'ai mis un pied dans la porte. Après, je suis retourné à l'école, à l'Université de Sherbrooke pour aller comprendre c'est quoi l'enseignement, c'est quoi le système scolaire québécois et tout, comment un programme, un cours est monté. Et là, je dis, OK, j'aime ça, mais j'aime aussi beaucoup le être derrière les fourneaux, la restauration et tout. Et je continue à faire les deux pendant quelques années. À un moment donné, j'avais peut-être l'âge de 33 ans. Je sentais que je prenais le travail d'un jeune cuisinier de 22-23 ans en restauration. Et un jour, j'ai fait un dessin d'un rectangle et je me suis mis, moi, dans le milieu. Ça, c'est moi qui est au fourneau d'un resto. Il y a des clients qui arrivent, et tu leur fais à manger, ils sont contents, ils payent, ils s'en vont et tout. Tu dis, OK, ça, c'est toi dans le resto, mais qu'est-ce que tu peux faire à l'extérieur de la boîte? Quand on dit la fameuse boîte, on dit, OK, journal, des revues, télévision comme animateur, faire des shows, vente de produits, chef corporatif. Et depuis ce temps-là, je fais check surtout. Et comment tu fais pour faire check sans négliger une de ces sphères-là? Est-ce que tu t'es bâti une équipe? Est-ce que la gestion du temps, puis à un moment donné, tu as 24 heures dans une journée. Fait que si tu animes une émission, cette journée-là, le reste l'écope un peu. T'sais. C'est vrai que le branding de mon nom, Pasquale Vary, je suis limité à 7 jours sur 7, 24 heures. Et si on enlève le repos, on n'est même pas rendu à là. Donc, j'essaie de vraiment juste sélectionner certaines choses et je les fais au maximum. Donc, si quelqu'un me demande, comme hier soir, j'ai fait un événement pour 70 personnes. Si quelqu'un me demande, je prends juste qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je peux dans ma semaine pour que j'ai un équilibre entre le travail, la famille et les loisirs. Parce que ça prend un petit peu de moment dans ta vie où on met le switch sur off et on va faire du vélo, on va jouer au golf, on prend une marche. Dans une autre époque, c'est des sports beaucoup plus compétitifs, mais avec l'âge, je suis un peu plus fragile. Puis là, tu reviens justement d'un voyage de golf au Portugal. Dis-moi, quand tu pars avec c'était-tu avec des amis? C'était avec... On est un groupe de 8. On a 2 maisons, 3 autos. On fait 8 parties de golf. C'est toujours à la même place que vous allez? Oui, toujours dans le sud du Portugal, dans Algarve. Les terrains sont magnifiques. Et après, nous, on est tous amateurs de la gastronomie. Et le Portugal a une excellente gastronomie. Donc, on mange tous les jours du poisson frais. Si on mange une fois par jour au resto. Et la deuxième fois, c'est à la maison, on se fait un souper. Un barbecue très simple. Avec ton
avec ton background, avec ton bagage, est-ce que tes amis s'attendent souvent à ce que ça soit toi qui gères ces repas-là? Oui, ça arrive souvent en voyage que je vais prendre le lead Ouais. et après je vais déléguer. OK. Il y a d'autres qui vont dire, écoute, on va t'aider. C'est parfait, on a besoin de mayonnaise, fais la mayonnaise. Comment ça? Je vais prendre un bol, mets 2 œufs, une moutarde, 2 jaunes, commence à fouetter, là, un petit peu de jus de citron et je les guide. Et l'autre, toi, tu vas faire les poivrons rôtis. Allume le barbecue et je les guide. Ça te Et c'est tente-tu des correct. fois? Non, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et des fois, je dis, je suis chanceux dans mon métier parce que c'est un métier que normalement, on a besoin de 3 consommations par jour. Le déjeuner, le dîner, le souper. Et bon, même si des fois, il y a des gens qui vont sauter le déjeuner ou le dîner, peu importe. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin tous les jours. Et c'est mon métier. Donc, autant pour toi, si tu viens chez nous ou dans un contexte professionnel, je vais le faire à mon maximum, que je fais ça chez nous à mon maximum. Et si, mettons, j'aurais été mécanicien, mon auto, Ben oui. elle roulerait parfaitement Oui, là. c'est ça. Cordonnier bien chaussé Oui, c'est ça. dans ce cas-ci. Mais je me tanne jamais de qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, t'as quand même, si je me trompe pas, en regardant en lisant ton CV puis ta feuille de route, t'as cuisiné pour... Il y avait une visite royale au Canada en 2011. En 2011, oui. Et ça a été toi qui as cuisiné pour eux? J'étais accompagné avec 2 autres collègues à l'ITHQ. Et lorsque, bon, la visite royale, ils ont décidé de venir au Canada, la façon qu'ils ont fonctionné, c'est qu'avec le fédéral, ils ont dit qu'ils aimeraient faire telle activité. Dit la motoneige, OK, en plein juillet où on a la neige. Ils voudraient faire du canot et ils voudraient jouer au hockey dans la rue. Il y avait aussi la demande d'un atelier culinaire. Là, le fédéral a dit, OK, on donne ça à BC, on donne ça à Ontario, et la cuisine, ils ont donné ça au Québec. Wow. Et le Québec, ils ont dit, OK, parfait. Ben avec raison, je pense. Oui, avec on raison. On se distingue beaucoup de ce côté-là. Là. Et le Québec a dit, parfait, on donne ça à l'ITHQ. L'ITHQ, lorsqu'on a su qu'ils s'en venaient, ils dit, OK, on a besoin de 3 professeurs, 2 profs qui sont parfaitement bilingues, parce qu'on s'attend que dans l'atelier, il y avait aussi le M. Charret qui était présent. Ça pouvait se parler autant en français qu'en anglais. Et là, on avait établi un menu et tout, et ça a super bien été. C'était peut-être 2 heures de ma vie que je ne vais jamais oublier, Ouais. mais toutes les préparations avant ont été assez spéciales, et même après, parce qu'on ne s'attendait jamais à ça, que CNN nous appelle pour une entrevue, que devant l'école, plein de postes de télévision, le Japon, les États-Unis, l'Europe. C'est gros, c'est démesuré. Et le lendemain, c'était un samedi, le lendemain, c'était un dimanche, en début du mois de juillet. Et c'est un week-end où, quand on dit que ça va bien dans le monde, il n'y a pas eu rien de dramatique qui a fait la une des journaux. Donc là, les journaux dans le monde, ils n'avaient rien d'autre à parler que ils ont mentionné Kate Middleton et le prince William qui se mettaient une veste de chef pour cuisiner. Donc, on a fait la une des journaux en Afrique, en Italie, en France, en Belgique. C'est spécial. C'est spécial, Puis oui. à partir du moment où vous savez que vous avez ce contrat-là entre les mains, ou ce mandat-là plutôt, il doit y avoir un petit buzz. Là. Ça commence à chuchoter et à se jaser entre les murs dans les corridors de l'ITHQ. Écoute, c'était drôle parce que nous, on le savait 5 semaines avant. Il fallait qu'on garde secret. Mais oui. Et là, tout d'un coup, moi, je le savais, mais à l'intérieur de l'école, le monde dit, bon, comment ça fait qu'ils sont en train de repeinturer les murs dans le corridor et ils sont en train de nettoyer tout le graffiti qui est autour de l'ITHQ. Et finalement, 10 jours qui précédaient la visite, là, il y a eu une conférence de presse et tout... et tout s'expliquait ensuite de ça. Oui. Est-ce que c'est tu sais, au-delà de... En fait, je vais y aller en 2 temps. On reçoit une visite spéciale. On sait que ça va être médiatisé. Évidemment, tu sens l'ITHQ qui justement repeinture les murs en lettres. Tu sais, on veut que ça paraisse bien. Quand vous élaborez le menu, est-ce que vous y mettez une attention particulière? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière chaque aliment qui sont choisis? Bien, on a choisi 3 items très symboliques du Québec parce que, évidemment, on voulait prendre cette vitrine-là pour démontrer les produits du Québec. Et on avait choisi le produit numéro 1, c'est l'agneau de Kamouraska, qui était le tout premier produit IGP au Québec, qui est l'identification géographique protégée. OK. Donc, ça, c'était le plat principal. Ensuite, on avait pris le homard des îles de la Madeleine pour l'entrée. Et on était en pleine saison de la fraise. Donc, pour le dessert, c'est la fraise. Wow.
C'était aussi préparé dans une façon que quelqu'un de l'extérieur connaît pas ou connaît moins. À chaque fois on invite quelqu'un, on doit toujours essayer d'avoir un élément de surprise sur la façon que c'est fait, qui est tout à fait local ou traditionnel. Puis c'était quoi cette façon-là? Les fraises, ils étaient macérées avec le sirop. L'agneau de Kamouraska, c'était servi avec des têtes de violon. Wow. Et pour eux, c'est quoi ça? Des fiddleheads, c'est des têtes de violon. Et on était très chanceux de les avoir parce que on était vraiment à la fin de la période. Eux, ils arrivaient la première semaine du mois de juillet. Je pense que c'était le 2 juillet. Et on les a fait venir du plus au nord du Québec parce que déjà ici, dans le sud du Québec, il n'y en avait plus. Wow. Ouais. Est-ce que, tu sais, évidemment, ces gens-là arrivent avec non seulement une garde rapprochée, mais il y a les services secrets sont accompagnés. Écoute, tout est là. Comment ça se passe? Y a-t-il des vérifications? Est-ce que tu as dû passer, j'imagine, un background check, puis primitif? La dernière semaine, pendant presque une semaine, il y avait 4 agents de sécurité aux 4 coins des THQ, qui faisaient d'un coin à l'autre. Juste pour s'assurer que personne qui vient mettre du graffiti ou pendant leur présence à l'ETHQ, il y a le métro qui passe en dessous, la station Sherbrooke. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait tout droit. Wow. Et ça, c'est pour dire que là, le métro ne s'arrête pas. Il continue tout droit. Il ne peut pas prendre de chance. Tout l'édifice était vérifié la semaine et 3 jours avant, il n'y avait personne qui pouvait rentrer sans une accréditation officielle. Et tout véhicule qui rentrait dans le stationnement, ils étaient vérifiés avec chien et tout. Est-ce que c'est une des situations les plus stressantes ou les plus intenses que tu as vécues dans ton domaine? Au tout début, oui. Et surtout, avant qu'ils rentrent dans la pièce, il y avait des cordons pour les journalistes qui pouvaient rentrer dans la pièce. Et je me rappelle, les journalistes sont rentrés comme des déchaînés, comme ils se battaient pour avoir... Oui. Et peut-être dans le monde du sport, peut-être tu l'as déjà vu, plein de monde, mais moi, dans ma vie à moi, des fois, il y en a juste 2 ou 3 personnes qui posent une question et il y a personne qui se bat pour lever la main. Mais là, c'était vraiment un zoo de journalistes. Là, on s'est dit, oh mon Dieu, c'est plus gros que je m'attendais. Et là, il y a un de mes collègues, Jean-Louis, qui m'a dit, il m'appelait toujours Vary. Il m'a dit, Vary, si dans 20 minutes, ça ne lève pas, ça y est, on maintient notre scénario. Qu'est-ce que je veux dire, ça ne lève pas? On avait un scénario pour tout ce qu'on devait faire, sauf qu'on voulait essayer de pas que ce soit plate, qu'il y ait un peu d'énergie et tout. Et d'ici dans les prochaines, même pas, je pense qu'il m'avait dit 5 minutes, 10 minutes, si tu sens que ça ne lève pas, on maintient notre scénario et on continue, le sourire et tout, et ça fonctionne. Et dans l'espace de 2 minutes, dès qu'ils sont rentrés, on nous avait dit que le protocole est qu'on donne la main à lui avant elle. C'est lui qui va nous donner la main en premier. Et ensuite, c'est comme une espèce de cours d'étiquette royale. Oui, ils nous ont donné un petit mini crash course là-dessus. Et là, la directrice de THQ est là. Elle nous présente. Et tout d'un coup, Kate Milton tasse un petit peu son mari. Elle me donne la main. Et j'ai une photo de ça que je suis comme un petit peu comme est-ce que je vais me faire attaquer par 4 hommes de la GRC ou... Et j'ai donné la main. Bris de protocole. Là. Oui, et là, je dis, OK, ils sont smooth, ils sont cool. Et tout de suite, l'énergie a fait... Ouais. Et là, ça riait, ça rigolait. Et au lieu de durer 45 minutes, ça avait duré 1h25. Wow. Ouais. Fait que c'est un beau succès, là. Ah, excellent. C'était un excellent succès. Et je me rappelle, on était tellement débordés médiatiquement que les THQ étaient obligés d'embaucher une firme pour gérer tout ça. Et ils avaient évalué, je pense, les coûts à 30 millions au niveau d'une valeur de publicité, marketing. Ah, j'en doute pas. Ouais. Tu sais, de rayonnement mondial, assurément. Mais c'est quand même spécial à vivre. As-tu revécu quelque chose dans ce genre-là depuis ou même avant? Ou? Non. Au niveau de personnalité publique, c'est le sommet. C'est pas mal. Dur oui, j'ai déjà rencontré plein d'athlètes sportifs et tout. Même j'ai cuisiné pour des gens de télévision. Mais ça, c'était le sommet au niveau de c'est extraordinaire. Top, ouais. Cette piqûre-là, pour ta passion, part de où? Une vraie histoire. Lorsque mes parents, on est arrivés ici au Québec, j'étais tout jeune, j'avais 6 ans. Après, mon père a décidé, non, ça ne marche plus ici, on retourne en Italie. Et j'avais 14 ans.
Et le système scolaire en Italie faisait en sorte que, à cet âge-là, il fallait que je choisisse un domaine. Et c'était comme niveau secondaire 2 ici. Et je dis, OK, tu veux aller dans quoi, Pasquale? Je dis, OK, mais moi, j'ai toujours aimé l'architecture un peu. Je dis, parfait, on fait une demande à l'école d'architecture et tu continues tes études de base, mais dans ce domaine-là. C'est jeune pour se spécialiser. Oui, hein, c'était tough. C'est difficile. J'avais trouvé ça difficile. Et là, ils me disaient, c'est parce que tes notes sont pas tout à fait à nos attentes. Ouais. As-tu un deuxième choix? Ben, j'ai toujours aimé l'école hôtelière. Je dis OK. Et là, je me suis inscrit à l'école hôtelière dans le sud d'Italie, à Vibo Valentia. Et ça a cliqué, ça a fonctionné. Ça a cliqué, ça a fonctionné. Et de là, j'ai poursuivi, j'ai travaillé en France, en Italie, ici au Québec. Je suis content parce que je dis toujours, je me lève à tous les matins et je fais quelque chose que j'aime. Quelque chose qui... je suis heureux. Je prends mon auto et même en m'en venant ici, même si c'était pas très loin, je dis, je m'en vais parler de... honnêtement, je ne savais pas exactement de quoi on allait parler, mais je savais que j'espère qu'il va me parler de cuisine. Et ça va être plus cuisine que football. Si on commence à me parler de football, là, c'est quoi la différence entre la Ligue américaine et canadienne? Je suis convaincu que tu t'en sais plus sur le foot que moi, j'en connais en cuisine. Parce que moi, j'adore manger, mais cuisiner, c'est pas mon fort. Une chose que je remarque aussi en te parlant, puis tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, mais puis je le voyais aussi dans ton CV, tu sais, tu as continué à apprendre, à cultiver ta curiosité, à faire des formations. Est-ce que tu attribues ton succès et ta longévité dans ce domaine-là à ça, à ton désir de toujours en apprendre un petit peu plus? Oui, et aussi je pense au niveau de longévité, c'est que je sélectionne et je fais une ou deux choses à la fois. On a juste 7 jours dans notre vie, dans notre semaine, oui. Pardon, pas notre vie. Et c'est comme des fois, je donnais des conseils à des restaurateurs. Je disais, si tu peux pas faire ta semaine en 6 jours, tu la feras pas en 7. Donc, ferme ton resto une journée pour prendre congé. Et même des fois 2 jours, c'est encore mieux. Et c'est la même chose pour n'importe qui. Ça te prend du temps de repos, du temps pour dire « je décroche ». Comme moi, cet après-midi, j'ai rien. Je finis avec toi, j'ai rien, je vais rentrer chez nous, je vais peut-être aller frapper des balles, il fait encore beau, ouais. Je vais aller me promener. Il faut décrocher, mais lorsque j'ai du travail, là, j'y donne à 120%. Ouais. Je planifie correctement, je prends tout ce que je peux, que je suis capable de contrôler et faire correctement. Si on me demande d'aller faire un atelier de cuisine en espagnol, je dis, ben, écoute, non, ça ne marche pas. Je ne parle pas aussi bien espagnol, même avec 2-3 Corona, tu sais. Mais demande-moi de le faire en français, en italien, en anglais, ça va. Donc, je prends juste qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je maîtrise bien. Tu parles de prendre le temps de t'assurer d'avoir au moins une journée de congé par semaine. Non seulement c'est bon pour le corps et l'esprit, mais c'est souvent, business-wise aussi, là où tu as un pas de recul puis une perspective sur l'ensemble de tes projets puis que tu es capable de prendre des décisions, de faire « Ah, ça, je perds un petit peu de temps là-dedans ou je pourrais le faire autrement. » Est-ce que c'est là que tes idées viennent? Oui, et des fois, je dirais pas que je perds du temps parce que des fois, j'ai besoin un petit peu de thérapie. Ou pas de thérapie, mais dans le sens que des fois, je donne des formations dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans des hôtels. Je donne des formations sur des équipements. Et juste de prendre mon auto, je fais une demi-heure d'auto, je rencontre quelqu'un, il travaille dans une cuisine dans un hôpital, et je pose des questions et tout. On a un échange, et après, je donne la formation. Et c'est différent. Ça me sort des fois, de ma routine, les THQ. Ma routine aussi, quand je fais la télévision, que faut que tout soit parfait, parce que des fois, il n'y a pas de montage, c'est tape to tape, donc il faut que ce soit parfait. Et je dis, ça, c'est tellement cool. Je rentre et on jase, et je lui explique comment ça fonctionne, ce four, et il me pose des questions, on passe 2 heures ensemble, et c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est beaucoup plus doux. C'est plus relax. Ouais. Tu sais, ta feuille de route, c'est des succès après succès.
Est-ce c'est- que... il y a- je me Oui, suis c'est ça. Y enfergé a-tu eu quelques fois. quelques... Oui, c'est ça. C'est-tu arrivé des Oui. obstacles comme quoi? Et je pense qu'on a toujours des obstacles. Et avec des obstacles, c'est là où on tombe. Et il faut on se relève. Et j'ai eu un obstacle dans le passé au niveau d'un couple. Ça, Mm. ça fait partie de ma vie. J'étais en couple et bon, ça n'a pas fonctionné après Ouais. 5 ans. Bof, on a pris nos chemins et tout. Mais t'apprends de ça. Mhm. T'apprends de ça. Business-wise aussi, j'ai eu de la difficulté la première fois en restauration. Ça a pris du temps, après 3 ans, pour... je connaissais pas c'était quoi tout le côté comptabilité, moi mon associé. On était peut-être trop jeune, trop naïf. On est parti dans un projet et pendant 3 ans, on était en mode apprentissage. On a perdu beaucoup d'argent avant que, hop, finalement, on s'est remis sa piste. Et c'est correct de faire ça. C'est correct des fois d'arriver que ça ne fonctionne pas parce que c'est là que tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait que ça n'a pas bien été? Tu donnes une auto-évaluation. Ouais. Euh, Tu t'analyses puis tu essaies de repartir un petit peu plus intelligemment. Mais c'est dur quand même, tu sais. Puis je trouve que c'est un art qui se perd par moment, particulièrement chez les générations plus jeunes. C'est que des échecs, souvent, vont mener... puis là, je généralise au bout, là, mais tu sais, vont mener à finalement, ce domaine-là n'est peut-être pas pour moi. Tu sais, au lieu Ouais. de stick to it, au lieu de trouver des solutions, de comprendre que c'est du S-erreur dans la vie, puis que dans l'erreur, si tu enlèves l'ego, là, puis l'orgueil, puis la honte, entre guillemets, que peut générer un échec, puis que tu es juste capable de sortir les éléments à améliorer, bien, après ça, tu vas être en avance sur les autres. Ouais, c'est comme aussi des athlètes. Des fois, une saison, tu ne peux pas être parfait pendant 45 matchs ou 12 ou 15 ou peu importe. Il y a des journées que, peut-être à cause d'une blessure ou quelque chose, tu n'es pas à ton 100%. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de bien équilibrer le travail, la famille et loisirs. Mhm. Et loisirs, pour moi, je définis ça comme loisir parce que, oui, c'est des activités sportives, mais c'est pas sportif comme un joueur de foot à 20 ans, Ah, mais je suis à la 22 ans. retraite là, maintenant. Fait Ouais, que ouais, c'est c'est ça. pareil. Mais on veut juste rester en forme, Ouais. on veut bouger. Et pour moi, ce sont des loisirs qui font en sorte que je mets mon cerveau off et ça me fait du bien. C'est Ça fait du facile. bien. C'est important, j'imagine, pour quelqu'un qui a ta carrière, de se tenir en forme parce que c'est facile de tomber dans l'excès, dans la gourmandise, j'imagine. Oui, c'est facile. Moi, je mange des bons produits et j'essaie de manger plus un régime méditerranéen. OK, oui. Donc, qui est beaucoup plus à base de comme des corps gras, l'huile d'olive extra vierge que des corps gras animaux. Mhm. Même si j'adore le beurre, mais c'est pas à tous les jours, 2 fois par jour. Ouais. Allez hop, le beurre, mais peut-être une fois aux 3 jours, 4 jours. OK. C'est Quel autre, je serais curieux de connaître, d'en savoir un petit peu plus sur ton alimentation. moins de viande rouge. Ouais. La viande Colin, rouge, c'est si bon. ouais, une fois semaine. Oh. Moi, j'ai été élevé que la viande rouge, c'était le dimanche parce Mm. que la viande rouge, que ça coûtait cher et c'était la journée du Seigneur qu'on consommait de la viande rouge. Ouais. Le dimanche, on se payait la traite. Sinon, c'était souvent le lundi du riz avec des pois chiches. C'était plate un Ouais, peu. c'est plat. Des pâtes au brocoli. Des fois, c'était du poisson, de la volaille, du porc. Mais la viande rouge, c'était le dimanche pour la grande journée. Et ça, t'as conservé ça? Ben, pas nécessairement, mais lorsque je vais me taper un burger, Mhm. je vais acheter une bonne viande hachée. La même chose avec une pièce de viande grillée sur le barbecue. Ouais. Ça va être du bœuf nourri au gazon, assez épais. Et allez hop, on mange ça. Des fois, même moi, ma conjointe, on se partage un steak. Wow. On n'a plus l'appétit Mhm. qu'on avait une fois. Là, avant, à une époque, on disait 8 onces, Ouais. 240 grammes de viande. Et là, maintenant, je pense qu'on est rendu à peut-être 4 onces chaque. OK. Ouais, qui fait en sorte qu'on mange mieux, on digère mieux et tout. Et on dort mieux. Ça, Même c'est- avec aussi moins d'alcool.
À chaque fois que moins d'alcool, on dort mieux et tout, on mange mieux. Ça me parle parce que j'ai eu 40 ans cette année, puis je me souviens, mes parents à l'époque, qui disaient « Ah, je peux pas manger ça à cette heure-là, puis la digestion. » Puis moi, je suis rendu que je parle comme ça, là. Donc, je dois faire attention à ce que je mange et je dois faire attention à quel moment de la journée je vais le manger. La viande rouge, c'est une faiblesse, là. Je suis vulnérable parce que j'aime beaucoup ça, puis j'aime ça saignant, voire bleu. Donc là, au niveau de la digestion, c'est encore plus difficile de ce côté-là. Mais si la qualité est bonne, une bonne qualité de viande provenant d'un fournisseur et de quelqu'un qui fait l'élevage naturel, pas de problème. Mais c'est lorsque souvent on mange trop de protéines ou trop de gras ou pas assez. C'est là qu'on va tourner dans le lit parce qu'on digère mal. Ouais. Il y a une fois un chef on a fait un événement ensemble, un chef un peu plus âgé que moi, et m'avait dit, tu penses-tu qu'ils sont contents? Je disais, oui, j'ai vu les assiettes, ils ont tout vidé. Il disait, ouais, mais pour voir si on bien mangé, parce qu'il faut qu'on attende demain. Et c'est vrai, il dit, on mange un repas, si ce soir on dit, tiens, on va se manger un foie gras, après, je vais te faire des raviolis avec du confit de canard, après on va se taper un ossobuco, bien, c'est 3 protéines qui ont suivi, 3 protéines grasses, donc notre système digestif va dire, oh, time out, oui. J'ai trop et ça va difficile au niveau de la digestion et dans le lit, on va tourner à gauche, tourner à droite. C'est la même chose si c'est que du gras ou c'est la même chose si c'est que juste des légumes. Des fois, à 2 heures du matin, j'ai faim. Oui. Donc, de bien s'alimenter, ça prend toujours des menus bien équilibrés. Et mais aussi pour ça, il faut une éducation aussi. Oui, parce que les gens l'ont pas nécessairement cette éducation-là. Je trouve qu'on a énormément de bons restaurants au Québec, mais on tombe facilement dans les féculents, dans des énormes portions de pâtes, de riz, de patates, petites portions de protéines. Puis là, je trouve que de ce côté-là, il y a comme un débalancement. C'est l'essentiel dans la gastronomie, c'est d'avoir un menu bien équilibré, que le client, à la fin, ou la personne qui consomme le repas, va dire « Wow, j'ai passé une excellente soirée, j'ai bien mangé. » Parce qu'à fin de compte, c'est quoi la nourriture? Moi, j'appelle ça des accessoires. Des accessoires. Tu viens manger samedi soir chez nous, je vais te faire 5 services. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement aller au Centre Bell, une activité sportive, au théâtre. Mais non, tu vas venir à 6h, 6h30, on prend des bouchées et vers 10h30, partir, mais on va passer du moment ensemble. Oui. Et la nourriture est juste des accessoires pour que ça alimente notre conversation. Mais il faut que tout soit bien dosé, dosé au niveau portion et aussi dosé au niveau de la façon que pas trop de gras, pas trop de protéines et juste bien équilibré avec beaucoup de légumes. Et là, à la fin de la soirée, tout le monde est bien. Et aussi de ne pas abuser aussi sur l'alcool. Et que aussi l'alcool, de servir des vins qui vont monter nécessairement. C'est pas bon de commencer le repas avec un vin rouge à 16% d'alcool. Ça somme. Commence graduellement, là. Graduellement et aussi en mini-portions. Lorsque c'est trop, encore là, le système va dire « Oh, time out ». Ce que j'aime de la culture au Québec, en fait, c'est qu'on est reconnu pour les bons moments qu'on peut vivre au restaurant. Pour m'être promené un petit peu, particulièrement aux États-Unis, mais en Amérique du Nord, tu arrives dans un restaurant, puis c'est pas partout comme ça, là, puis encore une fois, je généralise, mais on sent qu'on t'assoit, puis là, on veut te servir, puis que le service soit le plus rapide possible parce que quelqu'un d'autre peut s'asseoir après, puis c'est plus de revenus pour le restaurant, alors que je trouve ça respire au Québec. Tu t'assois, puis on veut te faire vivre une expérience qui va au-delà de juste les ingrédients que tu vas avaler. Ça, c'est vrai. Et même en Europe, on retrouve des fois beaucoup de restaurants, c'est là pour manger. OK, allez, le plat, le verre de vin, la bouteille d'eau. T'as fini, la facture, go. Ouais. Et c'est vrai qu'ici au Québec, c'est beaucoup plus smooth parce qu'on sort pour la soirée, au moins pour passer 2-3 heures. Pour un gars qui a eu des restaurants, j'ai des amis présentement qui sont en restauration. C'est difficile avec le staff. Deviennent en quelque sorte, puis c'est des passionnés, mais deviennent un petit peu prisonniers de leur resto. Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner
Encore là, je vais me répéter peut-être de s'assurer que le restaurant est ouvert juste 5 ou 6 jours. Parce que si tu ne fais pas ton cash en 5-6 jours, tu ne le feras pas en 7. 2, c'est essayer d'offrir quelque chose on peut standardiser et on peut compter sur quelqu'un d'autre avec des bonnes instructions sur comment faire. Parce que si le restaurateur ou le propriétaire, il faut qu'il soit toujours là, tous les jours, pour s'assurer que les mini-détails, ça devient une prison. Et je comprends que les restaurants qui ont le plus de succès au Québec, c'est parce qu'il y a toujours l'œil du propriétaire ou de la propriétaire qui est là pour s'assurer que les salles de bain sont propres, tout est bien, les verres sont bien nettoyés, les plats sont très chauds et tout. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix de déléguer. C'est pareil comme dans un bureau, tu ne peux pas toujours tout faire, tu n'as pas le choix de déléguer et de déléguer aux bonnes personnes et d'être un bon communicateur. C'est un restaurateur. On dit, j'ai une bonne connaissance sur la cuisine, j'ai une bonne connaissance sur le service, j'ai une bonne connaissance sur la carte des vins et des boissons, mais on oublie le côté communication avec les employés. Et je côtoie beaucoup de jeunes à l'école et c'est qu'est-ce qu'eux, ils s'attendent le plus. Ils veulent plus nécessairement travailler pour la place qui a le gros nom, mais ils veulent travailler pour la place où à la fin de la soirée, on va lui dire « Philippe, tu as fait du beau travail ce soir. » Tu as du feedback. Oui, immédiatement. Chantal, tu as bien travaillé. Sans toi ce soir, on n'aura pas été capable de servir 120 personnes. J'apprécie ton travail ce soir. Tu as sorti des belles assiettes. Merci, on se voit demain. Ça prend 2 minutes, un petit tape sur l'épaule. Et c'est ça depuis les derniers 10 ans, je constate que les jeunes, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent beaucoup plus ça, d'être dans une ambiance où ils vont se sentir qu'ils ont participé au succès de la soirée ou de la semaine. C'est valorisant. C'est valorisant. Là, ça gagne en confiance, ça donne le goût de revenir. C'est drôle parce que ce que tu décris, j'ai l'impression que tu décris un coach en chef d'une équipe sportive parce que, tu sais, des fois, on a la perception que l'entraîneur-chef, c'est la personne qui connaît le plus les techniques, la game, les stratégies. Parfois, c'est le cas. Mais dans les meilleurs coachs que j'ai eus, c'était des motivateurs, des bons gestionnaires et des gens qui savaient bien s'entourer, assembler leur équipe, ils connaissent leur staff. Mais tu avais les coordinateurs à l'attaque, à la défense, puis aux unités spéciales, qui eux autres s'occupaient des stratégies puis de l'exécution comme telle sur le terrain. Mais ça te prend un leader, quelqu'un qui va avoir une compréhension globale puis qui est capable, s'il le faut, d'aller se mettre le nez dans le playbook pour être capable de dire hey, peut-être, tu sais, j'imagine que c'est peut-être une analogie comme ça dans un repas, mais tu vas y voir, hey, peut-être penser à faire comme ça, mais qui ensuite de ça va se retirer, qui n'est pas dans la micro-gestion, mais qui a une compréhension quand même de certains détails. À 100%. Et ça, c'est quelque chose que ça n'existe pas souvent, malheureusement, des cours comme ça, mais de sortir ces restaurateurs, leur donner peut-être un cours où ils sont ensemble, ils disent, écoute, comment est-ce qu'on pourrait facilement mieux, et de donner comme objectif, bien moi, tous les soirs, je vais aller parler à un ou deux de mes employés pour leur dire, bravo, tu as bien fait, ou le lendemain, quand tu rentres, salut. Moi, j'ai déjà travaillé pour un propriétaire dans un hôtel, et il y avait 200 employés, il donnait la main à tout le monde. Il donnait la main à tout le monde et il connaissait le nom de mon père, il connaissait où j'allais à l'école, il connaissait tout. Et c'était à force de comment ça va, j'ai su que ton papa a eu une malaise l'autre jour, est-ce qu'il va mieux? J'étais comme, mon Dieu. C'est des mini-choses comme ça que tu dis, waouh, je me sens valorisé ici et que je me sens que je fais partie de l'équipe et que je fais partie d'une famille. C'est drôle parce que Mark Trestman, qui était l'entraîneur-chef aux Alouettes avec qui on a gagné 2 Coupes Grey ici, nous répétait souvent It's not a sports business, it's a people business. Oui. Fait que tu sais, il faut que tu prennes soin des joueurs à côté de toi. Puis l'analogie au foot, c'est qu'en fait, tu sais, du talent dans une équipe sportive, du talent dans un restaurant, des cuisinières, des cuisiniers talentueux, il y en a essentiellement, c'est la même chose partout. C'est du pareil au même. Des fois, par position, ça va varier un petit peu, mais généralement parlant, là, c'est le même niveau de talent d'une équipe à l'autre. Mais ce qui va faire une équipe gagnante,
championne éventuellement versus une équipe médiocre ou une équipe qui ne fera pas les séries ou une équipe qui l'échappe une équipe de restaurant qui l'échappe un soir puis qui n'arrive pas à rendre un service adéquat. Ben, ce que lui expliquait, c'est que ça va être la chimie qui s'installe, Oui. la communication, de comprendre que, OK, Pasquale, à soir, il vit quelque chose, il est plus off, je vais aller donner un petit coup de main, je vais aller, tu sais, we're gonna care for one another, Oui. puis ça va t'amener plus loin. Ça fait 12 ans que je participe sur l'émission Les Chefs. Et je me rappelle comme c'était hier, la première journée, le premier tournage, on avait 14 candidats. Il y avait un défi, 2 heures, bang, bang, bang. 3, 2, 1, c'est fini, tout le monde a fini. Et là, ils se tournent vers eux autres, high-five, des accolades. Et les gens en régie, qu'est-ce qu'ils font? C'est une compétition? C'est une compétition entre eux et ils sont en train de se donner des accolades et tout. Oui, c'est comme ça en cuisine. On est comme une famille. Et même si c'est une compétition de je veux faire un meilleur plat que toi, mais à la fin, vous dites bravo, Étienne. On a passé à travers. On a passé à travers. Ouais. On a passé à travers l'épreuve. Ouais. Et oui, peut-être ta sauce est meilleure que la mienne, mais j'ai livré aussi. Ouais. Et encore aujourd'hui, les candidats continuent à faire ça. Mais c'est beau. C'est très beau. Puis je trouve ça, c'est nécessaire même d'avoir. Tu sais, je pense que c'est à travers la compétition qu'on progresse. Puis je vais encore revenir à ce que je connais, puis c'est le sport, mais tu sais, dans une équipe de football, quand je suis arrivé aux Alouettes, là, toutes les positions étaient déjà comblées. Moi, ce que je voulais, c'était pas juste faire partie de l'équipe, je veux être sur le terrain. Donc, il va falloir que je vole le poste à quelqu'un, que je prenne le poste à quelqu'un. Donc, mon objectif, c'est d'être meilleur que le gars à côté de moi. Fait que la compétition, c'est pas juste game day contre l'autre équipe, elle est aussi à l'interne. Mais à partir du moment où Pasquale va donner son meilleur, ça va me pousser à ne jamais prendre une journée off, là, puis ou une journée où je me pogne le cul. Là. Oh oui. Ben, ça va me forcer à sortir mon meilleur. Puis ultimement, c'est ni toi ni moi qui allons décider qui va être le joueur choisi. Ça va être l'entraîneur. Ça, c'est hors de mon contrôle. C'est un peu la même chose dans cette compétition-là. C'est que chaque candidate va donner son meilleur, mais c'est vous, les juges. Donc, on décide, oui. Sont aussi bien s'entendre. Et écoute, c'est tellement beau de les voir parce que souvent, à la télévision, dans ce style de compétition de télé-réalité, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et là, nous, on vit que des hi-fi et tout, et même des cas où la personne ne pouvait pas terminer, l'autre est allé l'aider. Wow. Ou la personne qui s'est blessée, tiens, je vais venir finir avec toi pour t'aider. Et disons, oh mon Dieu... ouais, c'est beau. Il y a de l'argent en jeu et tu t'en vas l'aider. Wow, mais c'est là que tu découvres un peu la vraie nature de certaines personnes. Puis, et c'est fun, et je trouve ça cool. Et ça, c'est l'image à la société, l'image aussi aux gens ici au Québec, les Québécois, les cuisiniers, les gens qui aiment ça, travailler dans ce domaine de la restauration, qui est difficile, et ils sont des passionnés. Ouais. Même s'ils gagnent des fois un petit peu moins cher, ils me disent non, j'aime ça, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour la passion. Là, ça fait 12 ans déjà pour les chefs? En tout et partout, c'est 12 ans que je participe. Il y a eu 2 années où le show n'était pas en ondes. Okay. Et en plus, avec la COVID. Ouais. Donc, ça fait comme 15 ans. Il y a 15 ans. Quand même, hein? Ouais. Puis, tu animes une autre émission aussi. L'autre émission, je participe sur... pas tout à fait d'animateur ou chef, je suis juge. Mais l'autre émission, c'est sur le show de Marina Orsini, 5 chefs dans ma cuisine. Oui. Où je participe et je cuisine avec elle. Je cuisine, je m'explique comment faire, elle me pose des questions, elle goûte, on goûte et on a du fun. C'est un show que j'aime beaucoup faire. C'est simple, ça me permet vraiment de faire ce que j'aime faire, cuisiner et de laisser de l'expliquer aux gens à la maison. Des fois, je me répète, ils me disent, tu l'as déjà dit, je sais, mais c'est mon côté prof de répéter 2 fois, 3 fois. Ah oui, puis tu enseignes à des néophytes souvent, fait que c'est bien qu'on se le fasse dire plusieurs fois. Il y a, tu sais, t'es juge, t'as l'air super sympathique. Est-ce que quand tu goûtes quelque chose qui est mauvais, ou qui n'est pas à la hauteur, comment tu réagis? Parce qu'on est quand même dans une période où tu regardes de l'autre côté de la frontière, tu as un Gordon Ramsay qui, c'est son branding, c'est de blaster le monde, puis ça en est quasiment
ça n'est même plus insultant parce qu'on sait ce qu'on s'attend. Mais est-ce que tu vas dans ces eaux-là des fois? Est-ce que... Non. Mais Gordon Ramsay, j'ai énormément de respect pour lui. C'est quand même un chef étoilé. Et avant qu'il passe à la télévision, il était comme ça dans ses restos. Une discipline et une rigueur. Ou des fois, oui, dépasser la ligne. Aujourd'hui, en 2023, tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça. La personne va tout de suite quitter et aller travailler ailleurs. Et nous, c'était jamais notre mandat à Radio-Canada d'utiliser un ton comme ça. C'est sûr qu'à Radio-Canada, ça passe moins. Ça passe pas. Et même au tout début, c'était moi, Jean-Luc Boulay et Laurent Godbout. Nos personnalités, c'était pas comme ça. Oui, c'est vrai que Normand Laprise a remplacé Laurent Godbout. Et maintenant, il y a aussi Isabelle Deschamps qui s'est joint à l'équipe. Mais c'est pas nos personnalités d'être méchants. Et quand quelque chose n'est pas notre goût, bien, on va essayer d'être constructif là-dessus pour dire pourquoi. Est-ce que c'était mal coloré? La sauce était insipide. La réduction, tu as oublié tel ingrédient. On essaie de le dire dans une façon constructive, aussi pour les gens à la maison qui nous écoutent, pour qu'ils disent « Ah, je ne savais pas ça. Ouais. » Et des fois, c'est arrivé que... Ça prend une délicatesse quand même pour être... Des fois, c'est arrivé que les images sont plus fortes que les mots. Mm-hmm. Et il y a même des fois des gens qui m'envoient des screenshots là, de la télévision parce que j'ai mis et j'ai fait une grimace qui disent « Oh wow, c'est les 101 grimaces de Pasquale qui... » Mais c'est pas négatif, c'est juste des fois, j'essaie d'aller chercher c'est quoi cette épice ou c'est quoi cet arôme-là en arrière. Là, tu sais. Je comprends. Mais c'est quand même particulier, tu sais, parce que tu veux pas blesser. En même temps, tu veux être capable de... C'est un show de télé où tu dois donner une information. Faut pas que tout soit tout bon tout le temps, puis bravo, tout le monde est beau, tout le monde est bon. Et on essaie de toujours être délicat. Et je vais te raconter une petite anecdote que c'est arrivé. Il y a mon beau-père qui... j'ai pas une fois que je le rencontre. Et là, je vais chez lui et il décide, il aime cuisiner lui. Il dit, j'ai fait des pâtes aux fruits de mer. Là, je dis, il me sert une portion. Il dit, comment tu trouves ça? Je dis, c'est très bon, Michel, c'est excellent. Non, mais mettons, je suis un des étudiants à l'école. Je dis, non, c'est très bien et tout. Non, mais mettons, je suis un des étudiants, il y a sûrement quelques petits défauts. Et là, je dis, OK, tu veux vraiment savoir, l'assiette n'est pas appropriée, tu as trop de sauce, ta garniture n'est pas bien balancée, il te manque un peu de... Tant. Encore aujourd'hui, plus tard, il m'en parle. Mais il t'a accepté dans la famille, quand même. C'est drôle. Puis il t'a poussé. Il m'a poussé. Il m'a dit... Il essayait de garder une certaine distance. Parce que, honnêtement, on est tous spécialistes dans notre propre domaine. Je vais écouter un match de foot avec mes yeux. Et toi, avec tes yeux, tu vas reconnaître plein de choses que lui n'a pas fait correctement ou lui a fait qui... Ouais. Et on est chacun nos experts dans nos propres domaines et c'est normal que lorsque je vais aller au restaurant, si je vois un défaut ou quelque chose qui n'est pas parfait, je le constate, je le remarque, mais je le garde pour moi. Je ne le partage plus. Mais t'es bon parce que, puis tu l'as mentionné en début de show, puis c'est quelque chose qui, je veux t'amener là. J'ai lu un livre, c'est comme une bible pour les entraîneurs du football. Puis je suis pas entraîneur au foot, mais je trouvais ça intéressant. C'est un ancien coach des 49ers qui a gagné des Super Bowls. Ça s'appelle Finding the Winning Edge. Puis lui explique là-dedans, il refusait d'engager, par exemple, Jerry Rice, qui est un des meilleurs receveurs qui a jamais joué à la game. Il explique que si Jerry avait voulu devenir coach, il aurait dit non. Parce que la transition est plus difficile qu'on le pense. D'être extrêmement bon dans ton domaine et de l'enseigner, c'est un art complètement différent. Tu as les connaissances, mais ensuite de ça, de les communiquer adéquatement, c'est pas toujours facile. Au foot, ça va vite aussi. Tu as souvent de l'ego. Et l'autre enjeu qui expliquait aussi, c'est que tu es dans le vestiaire avec les gars, puis du jour au lendemain, tu es en position un petit peu plus d'autorité. C'est délicat, puis il ne veut pas ça dans son vestiaire. Mais ce que tu as mentionné en début d'émission, qui m'a accroché, c'est que quand tu as décidé d'enseigner, tu es retourné ces bancs d'école à l'Université de Sherbrooke pour apprendre, justement, à bien le communiquer. Tu avais compris qu'il y avait aussi c'était un tech, c'était un certificat, excuse-moi, un certificat, et c'était beaucoup sur la psychologie.
de comment gérer différents caractères, Mhm. les personnalités qui peuvent se trouver en classe, comment faire des recherches, comment faire un plan de cours. Il y avait aussi un cours qui s'appelait le système scolaire québécois. Comment est bâti un cours? Tout ça, ça vient d'où? Ouais. Le ministère de l'Éducation, qui prend la décision et tout ça. C'est très, très intéressant. C'est quoi le rôle des commissions scolaires et tout ça. Donc, je voulais je voulais m'améliorer et avoir tous les outils possibles pour m'aider à transmettre ma passion qui est la cuisine. Et je savais que j'avais des lacunes. Et dans la salle de classe, il y avait d'autres mondes avec moi qui enseignaient aussi de la formation professionnelle. Il y a des gens qui enseignaient l'automécanique, d'autres qui enseignaient l'électricien, plomberie et tout ça. Donc, c'est les mêmes principes. Les mêmes principes. Peu importe les connaissances. Donc, c'était comme un genre de auto-formation. Le professeur était là qui gardait la boule en mouvement, comme une boule de neige qui descend une montagne qui grandit et grandit. Mais l'information, souvent, venait de tout le monde en classe et on partageait nos expériences. Mhm. Et c'était la dynamique du prof qui faisait en sorte qu'il animait une classe et il nous faisait parler pour que, on décrit qu'est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et souvent, les solutions, ils ne venaient pas nécessairement dans un livre, mais ils venaient de la personne à côté de toi. Ouais. Et c'est ça que j'ai adoré le plus. Et à chaque fois qu'il y avait un professeur qui était capable de nous faire parler, nous faire vraiment sortir tout ce qu'on vivait, qu'est-ce que moi je vivais pouvait aider quelqu'un d'autre et qu'est-ce que l'autre vivait pouvait m'aider. Et on partageait ça. Comment tu fais quand moi je fais ça. Et comment tu fais quand moi je fais ça. La force du groupe. Je vais te poser la question éducalcool. À Oui. chaque émission, je pose une question éducalcool. Éducalcool qui, comme je le mentionnais en début d'émission, essaie d'encourager les gens à se questionner sur le rapport avec l'alcool. Pasquale, tu es dans un domaine où les gens ont le coude léger. Très souvent, chaque occasion est bonne. Comment est-ce que tu fais pour doser dans ta semaine? Ou en fait, c'est quoi ton rapport avec l'alcool? J'aime la nourriture et pour moi, ça a toujours été la nourriture, un bon verre de vin pour accompagner chaque repas. Je crois que j'avais l'âge de 8 ans. Mon père me donnait un peu de vin avec, Ah oui? avec du 7-Up, là, tu sais, coupé. Sauf que il y a des limites à tout. Comme il y a des limites, si on mange 3 bols de pâtes, c'est pas bon. Mhm. Si on mange 3 T-bones, c'est pas bon. Et si on boit trop d'alcool, c'est pas bon non plus. Et dans le domaine de la restauration, c'est facile. Tu travailles dans un environnement, en cuisine, c'est peut-être un petit peu moins difficile, mais en salle, tu as des clients, tout le monde sont en train de fêter, et eux, ils sont en train de fêter peut-être une fois par mois. Mais toi, comme employé, tu vois ça tous les soirs. Ouais. Tu vois le bar là, qui est plein de bouteilles, plein de couleurs, plein de lumière, du vin qui est servi partout. C'est vrai qu'avec l'adrénaline, à la fin de la soirée, tu as tendance de décompresser, tu as besoin de quelque chose pour décompresser, et on se retourne vers l'alcool. Et je connais beaucoup d'amis dans la restauration qui, malheureusement, des fois, l'ont échappé. Ouais. Ils l'ont échappé parce qu'on commence avec une bière, après c'est 2, après c'est 3, après c'est 3 plus 2 verres de vin, et ça finit plus. À des heures, pas possible. À des heures qui sont sont très très difficiles. À difficiles. 1h du matin, Ouais. vous avez vécu une soirée, puis ça décompresse. J'ai fini dans des cuisines d'amis restaurateurs là, où c'est ça. Il est tard. Moi, ce que je dis, c'est que les restaurateurs devraient l'empêcher, devraient l'éviter. Ou de dire, écoutez, à la fin de la semaine, notre samedi soir, on finit notre semaine, on va ouvrir une bouteille, on va ouvrir une bonne bouteille. Je vais vous expliquer c'est quoi la bouteille. C'est un vin français, portugais, italien, peu importe. C'est tel cépage, c'est de telle région, c'est tel producteur. Il y a un côté pédagogique derrière. Telle année, on va goûter. Merci beaucoup pour le travail tout le monde cette semaine. Bye. Il y a une attente à ça. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire aussi chez nous, c'est de ne pas consommer la semaine. Ouais. Et rendu le vendredi soir avec ma conjointe, on se prend un verre de vin,
notre semaine, on décompresse et j'apprécie beaucoup plus le petit verre que je bois le vendredi Ouais. que si je le bois le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et d'ailleurs, je dors mieux quand je ne bois pas. J'ai constaté ça. Donc, tout dans la vie est une question d'équilibre, de bien équilibrer nos consommations comme aussi nos aliments. Mais en restauration, c'est très facile de l'échapper. Tout cuisinier, tout jeune cuisinier, contrôlez ça. Ouais. C'est un terrain Les glissant. restaurateurs, vous avez une responsabilité de garder un œil sur eux. Ouais. De garder un œil sur eux. Moi, mes étudiants, quand ils me parlent, je dis, tu travailles où? Et je leur pose la question, je travaille dans tel restaurant. Je dis, oui, ben, je vais te faire attention à toi parce que je connais un petit peu l'historique de cette place. Ouais. Et je connais un peu l'historique de qu'est-ce qui se passe là. Ouais. Et dès qu'on voit que la personne commence à arriver un petit peu plus fatiguée, des yeux un peu plus... Je dis, viens ici, mon ami. Ouais. Il dit, comment ça va au restaurant? Et moi, je leur parle carrément, peut-être comme un père. Il dit, est-ce que vous consommez de l'alcool? Il dit, oui, des fois, on prend un verre à la fin de la soirée. Mais c'est quoi un verre? C'est un verre ou plusieurs bouteilles? Et il y a des histoires d'horreur que j'entends que je peux malheureusement, je peux pas répéter ici. Mais des fois, c'est grave. Et ça demeure des fois le rôle de le restaurateur ou le gérant de dire, non, tu as fini ton corps de travail, tu finis à 11 heures, tu te changes et tu t'en vas. Ouais. Tu t'en vas. Rentre chez toi, rentre chez ton chum, Ça ta revient à une blonde. question de leadership, encore. Oui, leadership. Ce que tu mentionnais un petit peu plus tôt. Et si tu prends une consommation, ben, tu prends une consommation une fois semaine ou pour signaler quelque chose. Je ne pense pas que dans les vestiaires des Alouettes, à chaque fin de match, c'est le champagne et tout, mais lorsqu'on gagne la Coupe Grey, oui. Oui, exact, Voilà. exact. Mais on trouvait quand même on trouvait le moyen. Mais heureusement, c'est une game par semaine. Ouais. Fait qu'on pouvait se permettre de... Ça a quand même mené où ça a mené, mais merci, c'était la question éduque-alcool. Mais tu as mentionné un autre truc que je trouve intéressant, c'est que jeune, ton père te donnait déjà un petit peu de vin. Ouais. Ça fait partie de la culture européenne. Est-ce que tu penses qu'il y a moins peut-être de personnes qui souffrent d'alcoolisme en Europe à cause de ça, à cause de cette ouverture-là, à cause de l'enseignement de l'espèce de normalité dès un jeune âge versus l'âge légal de 18 ou 21 ans aux États-Unis? Peut-être, mais aussi à chaque fois que je vais en Europe, que ce soit l'Italie, France ou Portugal ou peu importe, on dirait que la vie ralentit. On dirait que la vie ralentit. Et moi, je me rappelle en Italie, tu vas aller au marché, c'est le samedi matin. Tu vas aller faire tes courses pour t'acheter un veston. Ben, tu ne peux pas aller le dimanche. Il faut que tu ailles des fois le samedi après-midi ou le vendredi soir, le jeudi. Il y a, tout est... On dirait qu'ici, on roule toujours 7 jours sur 7 et on n'arrête jamais. Donc, on a besoin on ne prend pas le temps de s'arrêter. Donc, on a besoin, des fois, ça devient... On a des béquilles, des fois, qui... Oui. Et c'est vrai que peut-être là-bas, les gens consomment, ils vont juste consommer pendant le repas un verre et c'est fini. Après, tu remets le bouchon, tu remets la bouteille. Ouais. Des fois, je pense que des fois, ici, on a plus la difficulté. Je suis content que maintenant, les clients peuvent au moins apporter la bouteille avec eux. Parce qu'avant, ça t'obligeait de finir la bouteille. Ah oui, hein, c'est vrai, on n'avait pas le droit de... Avant, on n'avait pas à le droit. cause des timbres. Puis, Là, maintenant, on peut. Donc, deux personnes, quelqu'un qui veut une bonne bouteille de vin, qui dit, écoute, je veux tes vins que tu as au verre sont moins intéressants, mais je veux tel vin, mais je veux juste 2 verres, un verre, parce que c'est le midi. Mais on met le bouchon et garde ça ici, je reviens dans 2 jours. Ah, tu peux le garder sur place aussi. Ben, moi, quand j'avais mon resto, on faisait ça. Ouais. On avait des clients qui nous disaient, mets ton nom, mettez leur nom. On le remettait sur le tableau, sur le bar, et le client revenait dans 2 jours, 3 jours. Et c'était cool. Ouais, c'est un beau c'est service. Juste une bonne façon mais sauf qu'avant, il fallait qu'on consomme la bouteille ou tu la laisses. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Tout le monde la buvait. Tout le monde la finissait, c'est ça. Prenait la voiture après. Puis, effectivement, c'est un bon progrès. À travers tous tes projets, tu en as un autre aussi dont on n'a pas parlé encore, mais c'est les sauces. Oui. Depuis la COVID, en plein COVID, lorsque j'étais habitué de travailler 40-45 heures semaine, tout arrive que tu es chez toi et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
à part d'écouter la télévision. Et là, j'ai reçu un appel d'un ancien étudiant qui m'a dit, ça tente de faire des sauces? Et je dis, ben, je sais comment les faire chez nous, mais je ne connais pas l'ampleur de comment commercialiser une sauce et comment aussi prendre une sauce que je fais à la maison et qu'elle soit la même sauce en tablette. Et il m'a dit, ben moi, je connais ça. Et moi, je dis, écoute, il faut que je choisisse les ingrédients, il faut que faut que ce soit ma recette, que je standardise. Je ne peux pas faire ça avec des produits. Il faut que ça soit approuvé Pasquale. Je ne peux pas faire ça avec d'autres sortes d'ingrédients qui peuvent être moins chers. Je n'ajouterai pas des ingrédients que je n'ajoute pas chez nous dans la sauce. Si tu veux continuer, on continue. Il dit, OK, on continue. Et on a continué. Et on a tout fait ça via Zoom. Au niveau, au tout début, de la conception, de chercher le pot, stratégie, un petit peu marketing, de consulter quelqu'un pour l'étiquette. Ensuite, faire des recherches, recevoir des échantillons, faire des tests et tout. Et finalement, il y a 2 ans, on a mis 5 variétés de sauces sur le marché qui se retrouvent en général dans la plupart des magasins grande surface, style Métro, on peut le dire, hein, je pense. Métro, quelques IGA indépendants, la plupart des Loblaw, Provigo, et aussi des magasins indépendants. Félicitations. Merci. Ce sont des sauces qui sont un petit peu plus haut de gamme que d'autres. Et c'est simple parce qu'on ne met pas d'eau dedans. Notre tomate vient d'Italie. On ne met pas la pâte de tomate provenant de certains pays dans l'Asie. Et on utilise la vraie crème, du vrai beurre pour nos sauces, la rosée, tout ça. Ça s'appelle comment? Chef Pasquale. Chef Pasquale. Et là, tu as 5 variétés? Ce sont 5 variétés. La plus populaire, c'est la bolognaise, celle avec les 3 sortes de viande. J'ai l'impression que dans toutes les sauces, ça doit être celle-là qui est la plus populaire. Mais sauf que la plupart des autres compagnies mettent juste du bœuf. Nous, on met du veau, du porc et du bœuf. C'est un peu comme une tourtière. Fait que toi, si tu mets ton nom là-dessus, il fallait absolument que ça ait un gage de qualité. Et le but, je savais au tout début, c'est pas quelque chose que tu ne deviens pas millionnaire avec ça. Tu prends pas ta retraite, c'est un extra. Et c'est beaucoup de problèmes. Hein. Le monde pense que des fois, c'est facile, mais c'est beaucoup de choses à gérer pour des 25 sous à la fin. Ou des 30 sous. C'est pas l'argent ne tombe pas du ciel. Le marché est assez limité aussi au Québec. Donc, c'est plus comme un défi. Un petit défi. Et ça va bien. Moi, je suis content je suis content. Je suis content. En général, il y a toujours où on peut s'améliorer. Et c'est un beau petit projet. Mets-tu beaucoup d'énergie là-dessus? Est-ce que vous avez des objectifs d'expandre vos activités au Canada anglais? Pour l'instant, moi, je dis toujours, Rome, c'est pas bâti dans une seule journée. C'est ça. Et moi, je suis la personne qui dit, bon, on va commencer avec un magasin, on va rencontrer les gérants, on lui en parle. D'accord, je vais prendre vos sauces. Après, on va dire au 2e. Et après, au 3e. Je préfère bâtir doucement comme ça au lieu d'y aller en grande pompe. En grand, parce qu'après, c'est des coûts énormes en marketing, en publicité, que si on n'a pas les ressources. Ça ne vend pas aussi, il y a une durée de vie quand même. La durée de vie, c'est quelque chose qui, quand même, c'est pas pire parce que c'est fait sous les normes les plus élevées. On a 2 ans. Ah, wow, OK, bravo. OK, mais ça, c'est un peu rassurant, mais je comprends. Très bonne approche. Pasquale, merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger? Comme tu vois ici, mes produits sont là en arrière. Fait que shameless plug, là, tu peux parler de tout ce que tu veux. Non, je pense que juste en général, dire aux gens de profiter de la vie. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, des fois, il y a beaucoup de tristesse partout. Profitons de ce que nous avons ici, du soleil, de l'air et tout, de la paix. Et lorsqu'on est assis à table, de partager ça avec des amis,
lorsqu'on fait une activité, de partager aussi ces moments-là. Ouais. Des fois, prendre le temps de partager, parce que là, ça va tellement vite que on a une tendance de rush, et après, tu te dis, mon Dieu, j'ai tel âge, j'ai rien fait, ou j'ai pas vu telle personne, ou j'ai pas vu telle... Surtout quand on travaille dans un domaine qui nous passionne, des fois, le travail versus loisir, des fois, ça s'entremêle un peu. Fait que c'est beaucoup de sagesse dans ces propos. Merci. Pasquale, merci à toi. infiniment. Merci. Très, très belle jasette. Merci tout le monde d'avoir écouté l'émission. Je vous rappelle que tous les épisodes de Chili chez Boulay sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Merci encore une fois à Éducalcool. Éducalcool, campagne extraordinaire. Change un petit peu leur fusil d'épaule puis vous encourage à vous questionner dans le but, évidemment, ultimement, de progresser. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.